Le moment que nous vivons est un moment grave, très grave, pour la France et pour l'Europe. Ce soir, par l'abstention toujours massive, par la percée de l'extrême droite, placée nettement en tête, ce scrutin est plus qu'une nouvelle alerte. C'est ma conviction, c'est un choc, un séisme. Et c'est pour cela qu'il y a 8 semaines, le président de la République m'a nommé à la tête d'un nouveau gouvernement qui est au travail, sans relâche, à votre service. Les difficultés sont là, face à nous. Elles ne sont pas une excuse pour ne rien faire. Et nous devons aller plus vite. Il n'y a pas une seule minute à perdre. Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 26 mai. Donc nous sommes le lendemain des élections du fameux tremblement de terre. Vous avez vu la tête de tous les journalistes de BFM, de iTélé. Clairement, quelque chose s'était passé. Ils n'ont pas encore vraiment bien compris. C'était très clair. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Rougeron pour commenter les résultats de cette élection européenne, pour le coup, et qui nous a réservé une véritable surprise. Que dis-je, hein, c'est plus un raz-de-marée, un message non pas d'avertissement, mais un message de défiance et de révolte de la part des Français. Ça a été extrêmement clair. Et ce qui était absolument étonnant dans les débats qu'on a pu voir hier soir, je pense que vous les avez suivis comme moi, c'est que la classe politique, UMP, PS, Mélenchon et compagnie, n'ont pas vraiment bien compris. Ils refusent en fait d'entendre le message des Français. C'est assez curieux. Qu'en pensez-vous, Pierre-Yves ? Ils ne peuvent pas faire autrement que de ne pas entendre. Soit ils se déjugent sur les 40 dernières années, c'est-à-dire on a menti, on a trahi, on a échoué. Bon, dépôt de bilan. Si vous voulez, ils n'ont pas l'étoffe historique de dire « je vous ai compris ». Ça, c'est réservé à un autre type d'homme. Or, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est faire ce spectacle lamentable auquel nous avons assisté, c'est-à-dire soit de dire avec M. Copé « ah oui, monsieur Le Foll du Parti Socialiste, c'est vous qui avez fait monter le Front National ». Évidemment, la gestion de Nicolas Sarkozy n'est pour rien dans la situation de la France aujourd'hui, c'est certain. Oui, s'accusent mutuellement. Et évidemment, le PS de dire l'UMP a ouvert le discours de la haine. D'ailleurs, ils n'ont plus que ça à la bouche, la haine. Oui, non, mais c'est intéressant parce qu'ils refusent, le peuple est en colère et ils refusent de l'entendre. Oui, et donc, mais pour eux, le peuple est mal éduqué. Le problème est là. Donc il faut le reprogrammer. C'est ce que vous avez dit dans une vidéo précédente, il faut changer le peuple. Il faut le reprogrammer. Mes chers compatriotes, dimanche, les élections européennes ont livré leur vérité. Elle est douloureuse. 6 Français sur 10 ne se sont pas déplacés. 1 électeur sur 4 a voté pour l'extrême droite. Nous sommes un grand pays et il ne peut concevoir son destin dans le repli, dans la fermeture, dans le rejet. L'Europe, elle ne peut pas avancer sans la France. Mais l'avenir de la France, il est en Europe. L'Europe, elle est devenue illisible. J'en suis conscient, lointaine et pour tout dire incompréhensible, même pour les États. Ça ne peut plus durer. L'Europe, elle doit être simple, claire, pour être efficace là où elle est attendue. De toute évidence, ils n'ont pas compris, donc on va faire de la pédagogie. Voilà tous les éléments de langage faits par des communicants à la petite semaine, qui d'ailleurs font les mêmes arguments de langage depuis 25 ans. Le peuple n'a pas compris, il n'a pas compris ce qu'est une élection européenne, les enjeux européens, etc. Or, dans son fort intérieur, une partie de la population sait qu'aujourd'hui, l'Union européenne est devenue l'ennemi des populations, qu'elle les traite d'ailleurs comme telles. Je renvoie à l'affaire des trolls, ne serait-ce que celle-là. Oui. Si l'Union européenne avait été tellement dans le cœur des gens, pourquoi payer des organismes privés pour se défendre ? Absolument. J'en ai moi-même fait l'expérience sur mes réseaux sociaux. Si vous voulez. Et donc, il faut rééduquer les populations. Très bien. C'est intéressant ce que vous venez de dire là. Vous parlez de rééducation. Bien sûr. C'est un côté maoïste. Oui. Ce qui est intéressant, soviétisant, bien sûr. Non, mais j'attire l'attention des spectateurs. N'oubliez jamais ça. M. Barroso
est un ancien maoïste. Tout à Donc, fait. et il est à la tête de l'Europe quand même, Oui, hein, il a tout un à sacré fait. pouvoir au sein de Oui, l'Europe. oui, tout à fait. Donc, puisque le peuple a mal voté, hein, donc c'est la méthode maoïste, c'est la méthode stalinienne. Oui, Hein, c'est on va les envoyer dans des hôpitaux psychiatriques ou en camp de rééducation. Rappelez-vous Hein du dissident soviétique Vladimir, je crois que c'est Boukowski, qui avait fait une vidéo terrible sur l'Union européenne, qu'il avait fait chez lui à Londres. Absolument. Quand il a En dit 2009. « J'ai vécu dans votre futur, ça n'a pas marché ». Discours que vous retrouvez chez Zinoviev avant sa mort, absolument. quand il dit « Pourquoi je rentre en Russie » dans le Figaro. Discours de Solzhenitsyn avant sa mort. Autrement dit, les hommes qui ont vécu dans leur chair l'une des plus grandes boucheries du XXe siècle, stalinienne, et la dictature stalinienne, ont quitté, horrifié l'Europe de l'Ouest pour rentrer chez Vladimir Poutine, qui a priori n'est pas le despote avec du sang dans la bouche qu'on imagine qu'il est, vu que des hommes qui ont tout fui pour la liberté préfèrent être chez lui plutôt qu'ici. Et cet avertissement-là, de la part de gens qui, quand qui l'ont vécu, qui ont vraiment vécu la dissidence. Et de gens qu'on a portés au pinacle parce qu'ils étaient anti-soviétiques, à la seconde où ils ont dit que pour les mêmes raisons, ils fuyaient l'enfer ouest-européen, on les a traités comme des chiens crevés. Mais c'est ce qu'on voit là, c'est ce qu'on a vu hier. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu les journalistes également. Parce que là, on a vu la collusion totale je pense notamment à BFM-VC, TV, pardon. Donc, il suffisait de voir vraiment la tête des présentateurs, c'était absolument incroyable. Et moi, le sentiment que ça m'a donné, c'est un peu comme en France en 1944, vous voyez, au moment où les collabos se rendaient compte que le vent tournait, hein, qu'ils allaient être libérés. Hein, et donc, tout d'un coup, tout le monde commençait à changer sa veste. D'ailleurs, j'ai entendu certains journalistes de BFM et de iTélé, notamment, commencer à changer leur disque très légèrement. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. On en est là aujourd'hui. Mais avec néanmoins un ou deux impairs, je vois par exemple le commentaire sur France 2 où Madame Parizeau, qui, je le rappelle, aujourd'hui n'est plus patronne du MEDEF. Absolument. Donc, elle est patronne d'un institut de sondage. Et elle a un code de déontologie en théorie à faire respecter. Je ne vois pas pourquoi elle était sur un plateau de télévision à dire pourquoi il était horrible qu'il y ait eu un tel score pour le Front National. Elle est donc responsable d'un organisme qui est censé faire des sondages. Et donc elle a un code de déontologie, comme les journalistes en ont un et devraient l'appliquer, et qui devrait faire en sorte qu'elle soit un peu plus discrète sur ses prises de position mais politiques. Il n'y avait pas que Madame Parizeau. Hein, il n'y avait pas que Madame Parizeau. Et donc là, pour revenir, si vous voulez, à cette rééducation, hein, on va dire ça comme ça, on se rend bien compte que l'Union européenne a imposé un espèce de fascisme, tant et si bien que c'est ce que j'ai mis dans ma revue de presse de ce matin, de lundi matin. Le grand vainqueur de cette élection européenne, c'est pas tant l'extrême droite, parce que le vrai vainqueur, ce sont les banques. Enfin, puisque c'est M. Juncker, banquier d'État, grand patron de la lessiveuse qui est le Luxembourg, hein, le blanchiment d'argent légal, va devenir le patron du Parlement. Enfin, a priori, hein, mais bon, je pense qu'il a 80% de chances d'être élu. Voilà. Donc, c'est quand même absolument extraordinaire que, comme le disait si bien l'une de nos lectrices bancaires, justement, elle disait c'est comme Goldman Sachs, c'est-à-dire pile. Je gagne, face tu perds. Voilà. Donc et là, malgré la montée totale, le message du peuple, de tous les peuples d'ailleurs, hein, vous avez remarqué, l'Union européenne refuse de l'entendre et va mettre à sa tête un banquier. Hein, alors que cette crise continue. Elle n'est pas finie. Bien sûr. Ce matin, vous le verrez sur la revue de presse, la Banque du Saint-Esprit, ça ne s'invente pas. C'est vrai. Vous savez, c'est compliqué le Saint-Esprit, hein. Même pour les théologiens, vous savez, à gérer, c'est très compliqué. Donc la Banque du Saint-Esprit est en faillite, la banque portugaise. C'est ce qui a augmenté justement les bons du Trésor du Portugal. Cette crise est loin d'être terminée, je pense qu'on va même rentrer dedans, et on a vu que M. Barnier et surtout M. Juncker, hein, là où on verra les images, M. Juncker a dit hier soir, très nettement, ce n'est pas l'extrême droite qui a gagné les élections, c'est nous. We did win the elections. L'extrême droite, contrairement à ce qu'on commence à dire dans certains médias, n'a pas gagné les élections. La majorité demain au Parlement européen sera clairement pro-européen. Il n'y a pas de discussion. Nous. Voilà. Voilà. Je veux dire, nous, il parlait de lui par définition et de son camp, et lui est un banquier. Il représente un État où il n'y a que des banques. Hein, il représente un État qui est un blanchisseur
légal et je n'ai jamais compris, sincèrement, hein, comment on pouvait tolérer un tel État à nos portes. Hein, alors qu'on accuse les Français de fraude fiscale et on a le Luxembourg. Non, mais c'est tout à fait incroyable. Il faut bien comprendre que l'Union européenne a tenté cette escroquerie magnifique de dire on va élire le président de la Commission. C'est la Reichschancelière qui décidera qui est le président de la Commission en accord avec les Américains. On l'avait vu en Juncker, 2009. Schulz, pardonnez-moi de vous dire ça, c'est un Allemand et un demi-Allemand. Donc, si vous voulez, c'est l'école protestante. Hein, voilà, c'est très précis. Ce sont les créatures de l'accord germano-américain pour... les Américains seront contents dans les deux cas parce qu'ils tiennent les deux candidats. D'une manière ou d'une autre, vous imaginez bien quelqu'un qui est patron du Luxembourg, s'il n'est pas tenu par les doigts de pied, les oreilles et les cheveux, je me demande par quoi il ne l'est pas. Bonnet blanc, blanc bonnet pour la présidence de la Commission. Mais quand Valéry Giscard d'Estaing fait les élections, le mode du suffrage universel du Parlement européen, pour le dénationaliser par rapport à ce qu'il était avant, c'est-à-dire une émanation des parlements nationaux, ce qu'il aurait dû rester, c'est-à-dire une assemblée de négociateurs. Or, il pense que jamais il n'y aura de parti eurosceptique. Jamais. Et que, évidemment, le peuple applaudira comme un abruti, applaudira, celui qui applaudira comme en Corée du Nord, celui qui applaudira le plus longtemps, au moins il sera pas comme au fusillé. défilé du 1er mai soviétique, là, Voilà, vous savez, où ils sont tous rassemblés avec les généraux avec leurs médailles. Là, voilà, c'est la fameuse, Pierre Desproges disait que c'était la fameuse démocratie, c'était la méthode démocratique, 51% de andouilles, 49% de fusillés. Voilà. Or, c'est tout à fait ça, oui. Si vous voulez, ça aurait dû être ça. La commission est l'équivalent du Politburo. Et avec des gens non élus, c'est incroyable. Comme le commissaire européen, des gens non élus en plus, qui viennent tous d'universités américaines. Hein, comme l'était le Politburo, et on sait très bien que tout ça est de la mascarade, de vouloir présidentialiser la commission pour dire au peuple, vous voyez, il y a un enjeu, Pepsi ou Coca. C'est un enjeu. Oui, c'est ça, c'est parti républicain ou parti démocrate. Je rappelle, et ça ce sont les statistiques du Parlement européen, que les textes sont votés dans les mêmes termes par 97% des parlementaires. À la dernière législature. Ce sera nécessairement moins à la prochaine, vu le nombre d'euros réalistes qui ont été envoyés, mais que ce soit les sociaux-libéraux ou les sociaux-démocrates, ce sont tous les fils de l'Europe de l'Orienne. Ils voteront au nom de l'intérêt communautaire, c'est-à-dire de leur intérêt à eux, qui est que ce monstre continue à prendre du pouvoir et eux continuent à prendre de l'argent. Parce que l'avantage, c'est que le monstre, lui, est toujours irresponsable. Alors, on a abordé le premier point. Alors maintenant, donnez-nous les résultats. Hein. Donc ça, c'est les résultats. Alors, Marine Le Pen... 26%. Non, personnellement, en tant que députée, elle est élue à 32, je crois. 31, entre 31 et 32%. C'est énorme. C'est un tiers des voix. C'est du jamais vu, quasiment. Ouais, là, le Front National fait son score, mais de très loin le plus haut. 6% en 2009. Oui, depuis le début de sa carrière européenne. Les dernières élections européennes avaient été catastrophiques, vu que les divisions, par exemple l'éloignement des députés Martinez et Lang, avaient été payés très cher par le parti de Marine Le Pen. Et là, c'est une consécration à la fois nationale et internationale du Front National. D'ailleurs, celle qui ne s'y est pas trompée, c'est Ségolène Royal, qui nous a gratifié d'une ségolitude qui nous manquait, vu que ces sorties nous manquaient. Excellent. Qui disait le vote Front National est un message à l'échelle mondiale. Eh bien, merci, ça m'évite de le dire. Non, mais c'est la conséquence de la mondialisation. C'est ce qu'elle n'a pas dit, mais c'est ce qu'elle aurait voulu dire concrètement. Oui, elle n'a pas osé le dire, en fait. Elle n'a pas osé le dire, parce que maintenant, quand même, elle a la solidarité gouvernementale sur les épaules, vu qu'elle est ministre. Marie-Noëlle Lienemann, qui est une parlementaire courageuse au sein du Parti socialiste, elle l'a très bien dit. Également présent rue de Solferino, les frondeurs du PS se font entendre. L'aile gauche du parti appelle à un grand changement. Il faut aller beaucoup plus loin dans la modification en profondeur des politiques qui sont menées, vers davantage de justice. Il faut rassembler toutes les forces de gauche, un nouveau programme de gouvernement et à l'évidence un nouveau Premier ministre. Mais à entendre Manuel Valls, la ligne du gouvernement n'évoluera pas. Elle s'est fait allumer par le Petit Journal. Hein. Très gauche, caviar. Et donc ils l'ont allumé, mais quelque chose il y a à peu près 15 jours. Vous savez, Pierre, je vais peut-être vous choquer, mais j'ai tendance à avoir de la tendresse pour les gens qui sont allumés par le Petit Journal. Émission dont je dirais pas ce que j'en pense, ça passerait sous le coup de la loi. Mais j'attendais mieux d'Antoine Decaune, je le dis sincèrement. Voilà. C'est consternant. Enfin bon, alors donc Marine Le Pen, donc Front National, pour vous, c'est quoi le message des Français en 2 mots? Le message des Français, c'est nous ne nous laisserons plus
intimidés par l'Europe c'est la paix, par la culpabilisation permanente. Nous ne paierons plus pour le rêve européen, rêve qui nous a mis de côté et auquel nous ne croyons plus. J'ajouterais quelque chose, le fait que les politiques se défaussent systématiquement sur l'Europe. Ah mais moi j'y suis pour rien, monsieur, hein, c'est l'Europe, hein, c'est Bruxelles. Hein. Hein, mais nous, PS ou UMP ou ce que vous voulez, on n'y est pour rien. C'est Bruxelles qui décide. À quoi ils servent? Là, c'est la conséquence. Rappelez-vous, nous en avions parlé une fois dans une vidéo, je vous avais dit que soit on admet que la démocratie est morte et donc nous avons tout un appareil parlementaire qui ne nous sert plus à rien, vu qu'il n'y a pas de raison que ce soit les pauvres qui payent toujours l'austérité. Et vous avez tout dit. Point. C'est les banques qui ont gagné. C'est un banquier qui va prendre la tête du Parlement européen. Extraordinaire. Fondamentalement, quand on voit ce qu'est l'Union européenne, c'est deux choses. C'est la courroie de transmission de la puissance américaine par l'Allemagne et de la puissance allemande renaissante et donc agressive, vu que c'est la méthode habituelle d'expression de l'Allemagne, premièrement. Et deuxièmement, c'est les intérêts des grands groupes. Ça se voit par rapport à l'affaire du traité transatlantique, ça se voit par rapport à Monsanto, tout ça. Les lois faites pour Monsanto, pour les banques, etc. C'est eux qui, de toute façon, les textes du Parlement européen, c'est très mignon. C'est fait généralement par des lobbyistes qui arrivent avec des textes faits et qui maîtrisent extraordinairement, de manière extraordinairement habile, ce qu'on appelle la comitologie, c'est-à-dire ce conciliabule permanent qui est fait pour dissoudre la responsabilité, c'est-à-dire c'est pas moi, c'est le comité. Hein. Voilà, en fait, ils ont recréé, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont recréé à Bruxelles exactement ce qu'il y a à Washington. À Washington, vous avez même plus de lobbyistes que de sénateurs. Je crois qu'il y a 100 fois plus de lobbyistes que de sénateurs. Ce sont des groupes qui sont installés à plein temps à Washington, qui sont payés par des multinationales, par des intérêts privés, etc., pour faire voter des lois qui vont uniquement dans leur sens. Le peuple, ils s'en foutent. Et nous avons vu exactement la même chose évoluer à Bruxelles. Tant et si bien que, je crois que c'était en 2010, on en a parlé ensemble à l'époque, on a vu je crois que c'était des journalistes anglais qui avaient filmé en cachette des députés européens qui avaient accepté des pots de vin entre, je crois que c'était 100 000, 150 000 euros dans des valises pour faire passer une loi qui allait dans l'intérêt de je ne sais plus quel groupe industriel. Donc tout est dit. Mais de toute façon, quand vous êtes dans l'idéologie du sans-frontiérisme, il n'y a que 3 choses qui survivent en dehors des frontières. Il faut savoir que la frontière est le lieu commun de l'humanité. La première frontière, c'est la peau, qui vous protège des agressions extérieures. Une frontière, ce n'est pas un mur, mais c'est quelque chose qui est une écluse, c'est-à-dire ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. Or, c'est le lieu commun de l'humanité. Les États ont des frontières, les maisons ont des murs et des portes, etc. C'est le lieu commun. Et des serrures. Or, il y a 3 choses qui vivent en dehors des frontières. Les religions, certains types d'entreprises et la mafia. Les multinationales. Voilà. Donc c'est les 3 choses qui vivent en dehors des frontières. Et quand vous êtes en dehors des frontières, il est normal que les sédentaires, que les pauvres gens qui, eux, ont besoin de la frontière, ne serait-ce que pour leur protection, que c'est eux qui payent les pots cassés. Bon, comme je l'avais écrit dans l'affaire du 3 janvier, on est passé d'un système qui était cohérent, qui était celui de la France des années 60, à un système qui est dingue, mais cohérent avec lui-même. La seule chose, c'est le nombre de bénéficiaires. Là, au moins, ce qui est bien, c'est que le nombre de bénéficiaires, vous le savez très bien, vous l'avez écrit dans Black Master et à plusieurs reprises, c'est un tout petit monde, fondamentalement. Ah oui, très petit, oui. Alors, continuons sur le score des partis. Donc, le FN. Alors, maintenant, pour l'UMP. L'UMP est à 20%. En 2009, l'UMP s'en était bien sorti en ayant des listes d'union avec les centristes et avait réussi à faire barrage à la montée du Front National. Est-ce que ça veut dire que Nicolas Sarkozy est la seule façon pour l'UMP de s'en sortir dans les urnes? Est-ce que vous faites un appel à nouveau ce soir à son retour? Moi, je vous dis simplement une chose. Quand Nicolas Sarkozy était président de la République, au moment des européennes de 2009, le FN a fait 7. Aujourd'hui, Hollande est président, le FN a fait plus de 20 parce que la politique conduite est détestée par les Français. Et je considère que si Nicolas Sarkozy doit être le meilleur rassembleur, c'est à lui de revenir plus vite peut-être que prévu pour répondre à l'attente des Français. Mais c'est à lui de le dire, pas à moi. Là, on voit qu'il va exploser le MP. Hein. Là, ça a commencé. Hein. Alors attention,
Comme me l'avait dit un député UMP, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, à quoi je lui avais répondu, oui, la caisse, vous voulez dire. Oui, j'allais dire c'est l'argent. C'est surtout les 20 millions qui apparaissent, qui disparaissent. Là aussi, le Saint-Esprit a frappé, vous avez vu. Le Saint-Esprit ne recouvre pas que la banque de Spirito Sancto. Il recouvre l'UMP. L'UMP, il faut voir deux choses. Premièrement, les lieutenants de Fillon ont déjà sorti les couteaux. Et j'ai pas compris. Les lieutenants de François Fillon ont déjà sorti les couteaux pour Copé. Pour Copé. Ils l'ont parce que tout est possible chez eux en ce moment. Ah oui, en ce moment, ça va être... Parce qu'on a vu que le chef de cabinet de Copé, lui, a sorti les couteaux, mais pour Copé. Oui, Et puis attendez. Vous allez, quand vous avez quelqu'un... quand vous avez un député UMP, je ne me rappelle plus lequel, qui a dit, je crois sur France 2, « Je suis en commission demain à l'UMP sur l'affaire Big Malion, je vais parler ». Bon, à mon avis, c'est lancé beaucoup de fleurs au passage, mais c'est pour vous dire l'ambiance. C'est-à-dire que là, ça va être règlement de compte dans tous les sens du mot compte, parce que c'est vrai qu'à l'UMP, il y a des comptes qui manquent. C'est vrai que là, organiser un système de fausses factures avec des faux événements, des faux spectateurs, c'est encore plus fort que... je ne me souviens plus quel était ce socialiste qui avait payé des figurants pour venir assister à une pseudo-conférence d'un ministre. C'est du même acabit, sauf que là, il y a des millions en jeu. Oui, il y a des millions en jeu. Donc, si vous voulez, l'UMP, aujourd'hui, c'est... Alors, ça va dépendre de la stratégie de Sarkozy, qui d'ailleurs, et ça se voit, parce que c'est là le message de l'électorat de droite, le choix d'Alain Lamassoure, négociateur à Schengen comme tête de liste, c'est-à-dire le choix de l'européisme le plus béat, se paye. Et deuxièmement, l'arrivée de Sarkozy dans la campagne a été beaucoup plus mal vue que ce qu'on pouvait imaginer. Justement, à ce propos, je tiens à souligner la performance remarquable de Bernard Monod, candidat du FN, qui a explosé Brice Hortefeux, bras droit de Sarkozy. Combien, 4 5 points. 5 points, il est à 5 maintenant, d'accord. Les Français qui, si on en croit aussi les enquêtes, sont peu passionnés par ce scrutin. Comment vous l'expliquez ? Je pense qu'ils ne sont moins concernés parce qu'ils souffrent moins effectivement de cette Union européenne qui est une camisole de force, une prison des peuples, puisque eux-mêmes ont leur monnaie nationale avec la livre sterling, qu'ils ont leurs frontières puisque c'est une île, donc ils souffrent beaucoup moins des méfaits effectivement de l'Union européenne et de la Commission de Bruxelles. Mais remarquable, incroyable. Donc ça veut bien dire que les Français même de Sarkozy, ils n'en veulent plus. Disons, je sais pas, c'est ce que j'interprète en tout cas. Parce que personne ne l'a jamais vu, Bernard Monod. Ouais. C'est un candidat qui n'a... je veux dire, qui a été présenté pour la première fois là. Tout à fait. Mais Sarkozy, n'oubliez pas qu'il reste fondamentalement un Chiracien, et intellectuellement parlant. Et les Chiraciens sortent de la vie politique les pieds devant. Sarkozy, nous n'en avons malheureusement pas fini. Il reviendra d'une manière ou d'une autre, par la porte ou par la fenêtre, mais il y reviendra. Je pense qu'avec son hedge fund qu'il a fondé à Londres avec son ami M. Mink, lui posera quelques soucis. Mais bon, passons. Ça, c'est une autre histoire. Ceci ne nous regarde pas. Voilà. Si on passe au Parti socialiste qui a la plus extraordinaire défaite de son histoire, il est à 13,9, c'est catastrophique. Ça veut dire que 13,9, c'est très fort quand même. C'est impressionnant. C'est une régularité dans la médiocrité qui force le respect. Les sondages IFOP, justement, de Madame... IFOP et tous les autres sondeurs, nous avaient donné le PS à 23. Rappelez-vous. Attendez, il y a encore une semaine, on disait que FN et PS seront à égalité, à 23, 24. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Les cabinets de sondage donnaient le PS et FN à égalité ou avec peut-être un point de différence. Mais pas 10 points de différence. Mais ils sont... le Parti socialiste, ça s'est vu dans la bouche de Jean-Christophe Cambadélis. Là, il y a eu des mots, mais sommes-nous encore en démocratie ? Tous les partis sont en baisse et le Front National est en tête. Les électeurs du Front National, élection après élection, font maintenant bloc. La France entre dans une zone où tout est possible. L'extrême droite profite de la difficulté des temps, du mécontentement face au redressement de la France, qui pourtant est indispensable. Ce redressement va porter ses fruits. En attendant, chacun est devant ses responsabilités.
La gauche doit retrouver le chemin de l'unité. Et les partis républicains doivent revenir à une attitude républicaine. D'ailleurs, au niveau règlement de compte, je ne veux pas être méchant, mais M. Cambadélis... Si, soyez méchant, qu'on s'amuse un peu. Voilà, disons que... On a vu les débats soporifiques de l'Europe avant, alors là, lâchez-vous. J'invite nos internautes à se renseigner sur l'affaire de l'AMNEF et à comprendre pourquoi tant Harlem Désir que M. Cambadélis parfois ont des petits problèmes de compte et de comptage. Hein. Tiens, à propos de Harlem Désir, puisque vous en parlez, ce type est tellement nul. Attends, il est quand même secrétaire d'État aux affaires européennes. Je l'ai vu hier. Non mais incroyable. De dire, alors, pour expliquer les bienfaits de l'Europe, Erasmus. Donc, Erasmus, c'est extraordinaire. Déjà, il a complètement oublié que Erasmus était en faillite totale parce que l'Europe a donné les budgets aux banques en faillite plutôt que de le donner à l'éducation. Ce type ne sait même pas qu'Erasmus est en faillite. Je veux juste rétablir la vérité sur un point de fait. Erasmus a fonctionné, mais Erasmus n'est pas un programme de la Commission, c'est un programme intergouvernemental. Ce sont des pays souverains qui se sont entendus que. Oui, donc l'Union européenne n'y est pour rien, tout comme elle n'est pour rien dans Airbus, tout comme elle n'est pour rien dans Ariane. Absolument. Absolument, tout à fait d'accord. Rendre à De Gaulle ce qui est à De Gaulle. Voilà. Exactement. Donc revenons à M. Désir. Monsieur Désir comme M. Cambadélis sont des habitués de la main sur le cœur et de la main dans la poche. L'AMNEF ou même SOS Racisme, pour ceux qui se rappellent les ennuis encore récents de M. Drey. Mais voilà le... Oui, M. Drey qui payait en liquide 40 000 ou 20 000 euros des montres. C'est-à-dire que les Français, si vous allez, vous, chers spectateurs, vous allez à la banque, vous leur demandez 2 000 euros en liquide, vous serez regardé comme un bandit, comme un mafioso. Hein. C'est pourquoi, hein, etc. Monsieur Drey, lui, il va retirer 20 000 ou 30 000 euros en liquide. Alors, bien entendu, le banquier ne lui dit rien, il est député, etc. Hein, voilà. Et donc, c'est Sarkozy qui l'a allumé parce qu'il avait le dossier. Hein, voilà. Et il l'a sabré pour une histoire... parce que Drey a refusé d'être dans le gouvernement d'ouverture. Voilà. Il avait ciblé Drey comme Valls, d'ailleurs. Non, mais c'est intéressant, ces histoires financières. Or, là où on va voir la stratégie du PS avec les candidats suivants, qui sont ceux de l'alternative, donc de l'UDI, les hommes de M. Borloo. Les candidats de l'alternative, depuis le retrait de la vie politique de M. Borloo, vont être un enjeu. Ils sont à 10%. Il ne vous aura pas échappé que M. Copé définit l'UMP maintenant, dans ses dernières prises de parole publiques, comme un parti de droite et centriste. Pourquoi ? Parce que les centristes, pour Hollande, comme pour Copé, ou pour Fillon, ou pour Sarkozy, sont l'enjeu à venir. Pourquoi ? Parce que Hollande va droitiser ses cabinets, vous allez le voir très vite, pour faire ce qu'on appelle l'ouverture au centre. Oui, enfin, personnellement, comme beaucoup de gens, j'ai jamais rien compris l'utilité de ce genre de parti, de centriste. C'est un parti charnière, c'est-à-dire, vous les avez... Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire, c'est simple, pour Pierre, pour que vous le compreniez bien, il y avait la devise du canard enchaîné par rapport aux radicaux socialistes. Rouge à l'extérieur, blanc à l'intérieur, jamais loin de l'assiette au beurre. Les centristes, c'était ce que disait le grand gaulliste Sanguinetti, c'est le vichisme du temps de paix. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est une partie de la trahison européenne. Il suffit d'entendre Cavada hier soir, Bayrou qui a fait un discours, il nous l'a fait à la Kerviel Saint-Jean d'Assise. Il y a une décomposition absolue de la vie politique française. J'ajoute qu'il y a un immense besoin de moralisation de la vie publique. Et ces thèmes-là, qui sont les thèmes de la moralisation de la vie publique, du changement des institutions et d'une lisibilité de l'Europe, ce sont les 3 thèmes que le centre unifié pour cette élection a porté. Ça a respiré tout autant la fausseté d'ailleurs. Et le retrait de Borloo, qui était la personnalité la plus attachée avec Morin au maintien à droite des centristes, fait que maintenant c'est beaucoup plus facile pour Hollande d'essayer de capter cet électorat ainsi que ses cadres. On ne sait pas trop ce qu'il va capter là, vu le résultat, vu la claque qui vient de se prendre. Bah oui, mais justement, c'est la seule stratégie qui lui reste. D'accord. Donc justement, c'est s'accrocher au rideau, quoi. Oui. C'est quelqu'un qui est tombé de l'immeuble et qui s'accroche à un balcon. On ne sait pas combien de temps il va tenir, quoi. Alors, Mélenchon. Alors, les écolos sont à 8, Mélenchon est à 6. Comme des millions de Français et comme mon camarade Pierre à l'instant, j'ai le cœur qui saigne ce soir en voyant dans quel état est mon beau pays. Il faut absolument que nous réussissions le rassemblement de ceux qui veulent rompre avec cette politique d'austérité à gauche.
Il le faut absolument. Va la France. Va ma belle patrie. Allez les travailleurs, ressaisissez-vous. Ne laissez pas que tout ça soit fait en votre nom. Ne permettez pas que la France soit autre chose que ce qu'elle est dans le cœur du monde entier. Alors, pour Mélenchon, ça nous ramène à une conversation que nous avions déjà eue, Pierre. Car que paye Mélenchon? Premièrement, il paye l'arrivée de Nouvelle Donne. Nouvelle Donne que le Parti Socialiste a laissé monter, ils ont fait 3%, avec un programme assez intelligent, et il y a des gens intéressants dedans, mais il a fait monter pour flinguer Mélenchon. Il l'a laissé monter, ils vont être remboursés, donc eux, ils se maintiendront dans la vie politique. Pour frapper, il fallait que Mélenchon paye, et Mélenchon paye quoi? Le fait qu'une large partie de son parti, aujourd'hui, est euro-réaliste. Alors, attends, là, je suis plus l'analyse de Zemmour. C'est-à-dire que Zemmour a expliqué hier, justement, avec Domenech, il disait que ce que dit Mélenchon, c'est grosso modo ce que dit Marine Le Pen. La grande différence, c'est que Mélenchon fait 6 et que Marine fait 32. Et que la différence, c'est que Mélenchon, lui, Marine parle de l'immigration et le problème de l'immigration, alors que Mélenchon dit ce sont nos frères travailleurs. Donc, ceci explique cela. Non, mais c'est d'un côté, les deux points de vue se rejoignent. Sur la plupart des sujets sérieux, Mélenchon, contraint par sa base. On comprend pas en plus, on comprend pas s'il est pour ou contre en plus. C'est ça qui est justement, marrant. il est le cul entre deux chaises parce qu'il doit à la fois contenter le Parti socialiste qui maintient son appareil local et son électorat qui est de plus en plus. C'est une girouette, selon vous? Quand on a été sénateur socialiste pendant 30 ans, on est au moins une girouette, oui. Et puis là, il nous a fait les grandes pleureuses, peuple de travailleurs. Alors, pardonnez-moi, le peuple des travailleurs, Mélenchon, il l'a vu où quand on est sénateur socialiste, le peuple des travailleurs, on le croise quand? Ah non, mais le peuple, enfin, moi je dis ça aux travailleurs qui nous regardent. Et puis le peuple des travailleurs, moi je peux vous garantir qu'en termes de catégorie socio-professionnelle, je sais pour qui il a voté hier. Et c'était pas pour Mélenchon. Voilà, et Mélenchon s'effondre sous le poids de ses contradictions. Et pour le terminer, le PS lui a donné un avertissement. C'est vrai, c'est marrant, c'est joli ce que vous venez de dire. C'est un côté 11 septembre, en fait. Je trouve que Mélenchon a un côté 11 septembre. C'est-à-dire qu'il il était persuadé, il l'avait dit d'ailleurs, il était persuadé qu'il serait à 12 ou à 13 à points. Il avait parcouru toute la France, il a fait une campagne extrêmement dynamique, on peut le dire. Mais les Français l'ont rejeté totalement. Mais il est pris en tenaille entre le parti qui est dans la main des Grünens allemands, qui sont les Verts, qui ont quand même fait pour la cérémonie d'adieu de Cohn-Bendit, ou même peut-être que maintenant il ne fera plus de mal à personne. Ça, c'est pas gagné. Pas gagné. Ça, c'est pas gagné. Aux commentaires sportifs. Il y a beaucoup de prêtres, on a vu ce que ça a donné jusqu'à la fin de leur vie. Ils leur ont fait chanter l'hymne à la joie en allemand. Ah. Si vous voulez. Je ne veux pas être méchant, mais c'est tout. C'est déjà tout un un côté, symbole. Oui, c'est un côté très Troisième Reich. Hein. C'est flippant. C'est flippant. Ça me rappelle, vous savez, dans ce film-là avec Yves Montand, quelle belle langue. Et si vous voulez, la folie des grandeurs. Et si vous voulez, il a été pris en tenaille entre eux. Toutes les petites listes d'extrême gauche qui se sont vautrées, Besancenot qui fait 0,1. Ah oui, tiens, dites-nous. Besançon. Besançon. Besancenot, il fait 0,1 ou 0,3, je ne me rappelle plus, donc c'est une catastrophe. Laguillet, enfin anciennement Laguillet, maintenant Nathalie Arthaud, ils font 1%. Nouvelle Donne fait 3. Et toutes ces petites listes, qui évidemment, vous imaginez les fonds qu'il faut au moins 100 000 à 120 000 euros minimum pour faire une liste. Dans une circo, il faut au moins couvrir toutes les 8 circonscriptions, les 8 grandes régions. Or, vous imaginez bien que cet argent-là, les 5000 adhérents de la LCR ne l'ont pas donné. Il faut quand même arrêter faut pas prendre les gens que pour des enfants. Et on a laissé ces listes-là pour volontairement fragmenter. Pour fragmenter Mélenchon, bien sûr. Alors que le Front de gauche. Mais pour fragmenter, il n'y a pas que Mélenchon. Non, il n'y a pas que Mélenchon, mais je pense qu'il a été ciblé quand même. Parce qu'on sait très bien que Mélenchon a été créé pour une raison, c'est qu'il fallait maintenir le peu de travailleurs qui restaient, le peu d'ouvriers qui restaient dans l'orbite du PS. Front gauche, hein. Et qu'il fallait rester dans l'orbite du PS et pour garder une autre catégorie socio-professionnelle qui commence à tanguer. Et ça, pour le PS, c'est une grosse inquiétude, sont les profs. Parce que beaucoup de jeunes profs, on le voit avec la création du collectif Racine, sont de plus en plus séduits par le Front National. Donc il fallait enrayer ça. Mélenchon a échoué, fondamentalement il a échoué. Ça se voit quand il s'est présenté contre Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, c'était une catastrophe.
Donc maintenant, le PS est en train de le débrancher petit à petit. À l'Élysée, on nous dit oui, mais on ne changera pas de ligne. Il faut mieux montrer que l'Europe protège. Mais continuez comme ça, jusqu'à ce qu'on soit au fond du trou. Jamais la gauche n'a été aussi basse. Et moi, je ne me réjouis. Je pourrais dire ah ben tiens, moi je me maintiens pendant que vous écroulez. C'est pas du tout ma réaction. Ma réaction, c'est il y a péril en la demeure. Si la gauche, qui est au pouvoir, à supposer que ce soit de la gauche, ne change pas de ligne, nous sommes assurés d'un désastre. Parce que signifie le fait que le Front National passe en tête? Il faut le prendre comme un fait culturel et politique. Ça signifie qu'à la question sociale est substituée la question ethnique, la question religieuse, et c'est un désastre pour la patrie des Français, Nous, pour la on n'est pas République et d'accord. pour les travailleurs. Alors quand vous dites débrancher, c'est qu'il aura de moins en moins de passages médias, c'est ça? Pas nécessairement, parce que pour les médias, c'est un bon client, mais par contre, ils vont l'asphyxier en faisant pression sur l'appareil local. Ça, c'est une bonne stratégie de l'édredon que le PS sait faire. Les listes restantes, Debout la République est à 3,77, donc a doublé son score. Oui. A doublé son score. En même temps, alors c'est une victoire pour Dupont-Aignan, parce que Debout la République vivra, donc ils seront remboursés, ils n'ont pas d'élus, mais ils ont réussi à se faire connaître. Il passe pas, ce garçon, c'est très curieux. Hein. Disons que les journalistes, je pense qu'il veut trop plaire aux journalistes. Donc, il passe, moi je l'ai fait chronométrer quelques fois, en moyenne, il passe entre un quart et un tiers de son temps à répondre à des questions sur le Front National et à essayer de dire, vous voyez, je suis quelqu'un de bien, je tape sur le front. Or, d'accord. Donc, en fait, c'est le fait de vouloir plaire, entre guillemets, pour pas dire autre chose, c'est... Si vous mais il voulez... n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Mais par contre, pour vous dire l'échec de cette stratégie, je vais vous rappeler une citation de Geert Wilders. Geert Wilders avait dit il y a quelques années, vous savez, quand je passais dans les médias, même en Hollande, on me disait « dis du mal de Farage, dis du mal de Le Pen », etc. Et je le faisais. Et à la fin, je me retrouvais tout seul, comme un imbécile. J'avais tapé sur tout le monde et les médias me crachaient autant dessus. Pourquoi? Parce que le calcul de dire « Marine Le Pen aime la patrie, donc mais elle a pourri l'idée de patrie », ça n'existe pas. Mais c'est de la prostitution intellectuelle. Ces gens-là détestent nos idées et donc, pour eux, nous sommes un camp unitaire. Front National, Debout la République, tout le monde, tous ceux qui veulent, tous ceux qui critiquent l'Union européenne sont un mec dans le même sac et le sac est à mettre à la corde. Point. Donc, tenter de se distancer les uns les autres en disant non, je ne te serrerai pas la main parce que je ne sais pas où tu as été traîné et tu vas me filer tes idées nauséabondes par contact viral, ça ne sert à rien. Pour le journaliste du petit journal, Dupont-Aignan, Asselineau, Guénaud, Le Pen, c'est kiff-kiff, bourricot. Alors, Asselineau, justement. Moi, j'ai croisé des gens très bien et la seule chose, c'est que tant qu'on prendra... oui, je salue d'ailleurs la mémoire de quelqu'un qui était Éric Marie. Éric Marie. Hein, Éric Marie repose en paix. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en moyenne, tous les mouvements dits souverainistes ou indépendantistes ou nationaux ou de libération nationale, tout ce que vous voulez, passent en moyenne un tiers du temps à se défendre ou s'attaquer les uns les autres, et tout ce temps-là n'est pas mis à contribution pour frapper sur l'ennemi commun. C'est-à-dire Asselineau passe son temps à attaquer le Front National, par exemple. Comme Dupont-Aignan, d'ailleurs, c'est très curieux. Oui, ensuite, ils ont il y a un véritable souci, parce que l'UPR a fait une campagne dont la but stratégique était de se faire connaître. En suivant un peu, dans certaines régions, la presse locale, ils y sont quand même bien arrivés, parce qu'ils ont su gérer leur barque. Ils ont fait... Alors moi, j'avais eu une première estimation à 80 000 voix. Moi, j'ai vu 75 000, grosso modo. C'est une estimation. Mais je n'avais pas encore les résultats Paris. Donc, mettons qu'ils ont fait entre 80 000 et 100 000, peut-être un peu plus, c'est ce que je leur souhaite. Et maintenant, ils sont un parti qui est connu, qui est un peu connu et qui va avoir un résultat en termes d'adhésion, qui a pu se renflumer par l'arrivée de quelqu'un comme Vincent Brousson, ancien économiste à la BCE, quelqu'un de très brillant. Donc voilà, la seule chose, c'est que, moi, vous savez, ça fait 10 ans que je connais ces milieux-là maintenant. Je leur souhaite à tous bon vent et j'aimerais qu'ils se tapent un peu moins les uns sur les autres parce que de toutes les manières, on ne sera jamais trop nombreux vu l'état déplorable dans lequel est la France. Absolument, vous avez tout à fait raison parce que comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure d'ailleurs, Dupont-Aignan, que ce soit le Front de gauche, que ce soit le Parti socialiste, l'UMP, tout le monde a tapé sur le Front National. Et on a vu le résultat. C'est-à-dire que quand vous avez 25 mecs qui s'acharnent sur une seule personne, en l'occurrence une femme qui plus est, on a vu la réaction des Français.
C'est un sérieux message comment dire, de rappel comment dire, à tous ces partis. C'est-à-dire que plus on leur tape dessus, hein, et plus le résultat est le contraire de ce qu'ils veulent. C'est exactement ce qu'a obtenu M. Asselineau, M. Dupont-Aignan. Dernier parti, parce que là c'est une tendance qui est intéressante, Force Vie de Madame Boutin a fait à peine 0,7. Ce qui veut dire quoi? Que la queue de comète de la Manif pour tous, eh bien la Manif pour tous est rentrée dans les rangs de l'UMP, Madame Boutin, enfin bon, passons. Est rentrée dans les rangs de l'UMP ou du Front, et du Front, je pense que ce qui veut dire qu'il n'y a pas la place en France pour un parti confessionnel chrétien, puisque ça voulait faire un. Il y a Madame Lepage aussi, il me semble, non? Alors Madame Lepage était sur une ligne totalement différente. Elle, je ne suis pas arrivé, je m'en excuse, à trouver. Non, mais on abordera ce sujet du ministère de l'Intérieur, parce que là, il y a et puis après, on l'abordera tout à l'heure. Elle a été victime de pas mal de choses, alors que Madame Lepage est quelqu'un qui connaît très bien les enjeux, par exemple, de transition énergétique et sur le traité transatlantique. C'est quelqu'un qui aurait eu beaucoup de choses à dire. C'est une femme intelligente, elle a pris la parole dans une de mes conférences d'ailleurs. C'est une femme intelligente, nous n'avons pas les mêmes avis, mais c'est quelqu'un que je respecte. En tout cas, plus que je respecte M. Lamassoure, c'est certain. Alors, question, avant de passer au point suivant, parce qu'on a abordé quand même ce que j'ai vu une semaine avant les élections, je vais y arriver, c'est une vaste campagne de trolling pour ne pas voter. D'ailleurs, j'ai même fait des photos d'affiches qui recouvrent Paris, enfin certains quartiers de Paris, de ne pas aller voter. Hein, notamment un parti qui demande de ne pas aller voter aux européennes. C'est le MPEP. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, mais il n'y a pas que le MPEP. Je l'ai vu sur Facebook, je l'ai vu sur Twitter, j'ai vu tout un tas de gens. J'ai vu des papiers dans Marianne, dans l'Express, dans le Nouvel Observateur, dans Rue 89, expliquant aux gens de ne pas aller voter. Non, mais c'est incroyable. Alors, votre analyse? Alors, il y a deux forces qui ont appelé l'une au boycott et l'autre à l'abstention. C'est pareil. Alors, celle qui appelait au boycott, c'est grosso modo centré sur la personne de Jacques Nikonov. Qui est, alors, Jacques Nikonov était le président fondateur d'Attac. C'est quelqu'un que j'ai reçu à plusieurs reprises, quelqu'un de très bien, un homme brillant, un véritable critique de l'eurocratie. Il a fait un très bon boulot sur le traité transatlantique. Et lui, il pensait qu'il fallait appeler au boycott de l'élection, car l'union se fait sans nous, on ne participe pas à la mascarade. Le problème, et ça, j'ai beaucoup d'amis au MPEP, je m'en suis expliqué avec eux, je leur dis, mes camarades, personne ne fait parler les abstentionnistes. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Qui ne dit mot, consent. Qui ne dit mot, consent. Oui, non, mais c'est très important. Parce que de l'abstentionniste boycottiste politisé à l'abstentionniste pêcheur ou pêcheuse à la ligne, vu qu'aujourd'hui on est obligé de tout féminiser, hein, feignant, feignasse, pêcheuse à la ligne, d'ailleurs l'un est l'une des transcriptions de l'autre, mais je vous laisse deviner laquelle. On ne fait pas parler les abstentionnistes. C'est pas possible. Surtout avec la masse d'abstention qui a eu lieu, qui en elle-même, moi je me refuse à commenter l'abstention. Pour moi, le vrai choc, c'est le score du Front National, parce que l'abstention relève une multitude de catégories de comportements individuels que je me refuse à juger. D'accord. Okay. C'est trop facile de faire parler les absents comme de faire parler les morts. Or, ça, c'est une spécialité corse. Hein. Et justement, en Corse, ça a donné quoi? Et si vous voulez, eux ont appelé au boycott. Et je respecte leur décision, je dis juste que ça va être très compliqué de rebondir là-dessus. Mais de l'autre côté, les journalistes, eux, ont appelé au boycott parce que ça fait toujours une voix en moins pour le Front National. Voilà, c'est tout. Donc c'était organisé. D'ailleurs, moi j'ai vu plusieurs papiers d'analyse, notamment de journalistes politiques, qui disaient que le PS voulait un maximum d'abstention. Évidemment. Pourquoi? Pour une raison qui est simple, un abstentionniste, l'abstention est un... 60% quasiment, c'est énorme. L'abstention est un comportement politique d'habitude. C'est-à-dire quand vous commencez à ne plus voter, vous finissez par ne plus voter à aucune élection. Pardonnez-moi, vous avez remarqué quand même que cette élection européenne est tombée le jour de la fête des mères, c'est pas innocent. Si vous voulez, là, je sais pas. Là, enfin, bon, passons. On va dire que c'est un hasard. Mais si vous voulez, sincèrement, le PS comme l'UMP savent que quelqu'un qui jette l'éponge, qui ne va plus voter, eh bien, il va se passer un très long laps de temps avant qu'il retourne aux urnes, qui généralement sera lié à un choc personnel dans sa vie, dans son métier, etc. De colère. Or, chômage. L'avantage, c'est que un abstentionniste, ça en fait toujours un de moins à comprendre.
Ça en fait donc toujours un de moins à convaincre. Alors justement, votre commentaire sur Terminé. les 60% ou quasiment d'abstention en France. Votre analyse, Bah, brièvement. Écœuré. C'est à la fois, à mon avis, l'un des principaux facteurs, c'est l'écœurement, l'éloignement. Les gens ne voient plus, les gens ne croient plus, même dans le fait politique. Ils sont arrivés à abaisser jusqu'à la condition politique. Parce que les gens ne voyant pas, depuis 40 ans, leur situation changer, eh bien, ils se disent, on va s'individualiser et se démerder tout seul. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, de dangereux. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que le lien, pour une raison qui est très simple. Parce que quand on va voter pour le bien commun, du moins pour chaque personne. Et puis surtout, le vote. Alors après, on peut dire. Oui, bien le sûr, vote on peut n'est faire pas des grands trucs. Le Oui, vote bien n'est sûr. pas la vraie démocratie, etc. C'est ça. Non, mais c'est bon. Néanmoins, le droit de vote, il y a des hommes qui sont. Il y a des hommes qui sont morts pour. Alors, oui, moi, il faut jamais l'oublier. Moi, j'aime pas dire que les hommes sont morts pour rien. Voilà, c'est tout. Où ce peuple, ce 60% de gens, va-t-il aller? Alors, il y avait eu un sondage dans la dernière élection présidentielle qui disait qu'une part des abstentionnistes non négligeables, de l'ordre de 15 à 20%, qui ne votaient pas, eh bien, pourraient aller voter si Marine Le Pen était au second tour. D'accord. Et c'était un sondage assez intéressant. Je pense que les gens sont pas... Les gens ont... Fondamentalement, c'est très très difficile sur des masses telles d'avoir un avis tranché, mais je pense que pour une large part, ils sont avant tout écœurés de la médiocrité crasse d'une classe politique qui d'ailleurs, vous les avez vus, hier soir, c'était lamentable. Lamentable. L'enjeu de cette élection européenne a été pris en otage comme souvent par le Front National et qu'on est sur un vote uniquement de contestation stérile qui n'apporte rien en termes de solution. C'est stérile, mais voilà, c'est une réalité, on est là-dedans. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'au niveau de l'Europe, on va avoir l'élection du président de la Commission européenne. Au niveau du Parlement européen, les forces vont se regrouper, des majorités vont se construire, et on va très bien voir que les choses vont être tout à fait différentes. Non, mais je crois que c'est très important, parce que parlons de l'Europe. Non, mais vous avez prononcé le verbe qu'il faut. Moi, je l'ai moi-même utilisé ce matin, le verbe trancher. Ça révèle votre inconscient profond de ce que vous pensez de ces gens. je pense, hein, je ne me trompe pas. Voilà. Disons ça comme ça. On va dire ça comme ça. Bien. Alors, passons alors la question clé. La question clé, j'ai eu l'occasion de l'aborder dans la revue de presse avec le Comte de Paris il y a grosso modo 10 jours. Là, on n'avait pas les résultats. Maintenant, on a les résultats. Marine Le Pen a demandé la dissolution de l'Assemblée nationale. Le président de la République doit à présent prendre les dispositions qui s'imposent pour que l'Assemblée devienne nationale, représentative du peuple et à même de mener la politique d'indépendance que le peuple a choisie ce soir. Selon nous, il faut aller devant le peuple. Il n'est pas possible d'admettre qu'un mouvement qui a 25% des voix soit représenté par 2 députés à l'Assemblée nationale. Aller devant le peuple, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire dissoudre l'Assemblée nationale. Je pense qu'il ne le fera pas. Je vais vous dire pourquoi. À la rigueur, un tacticien politique extraordinairement fin comme l'était Chirac le ferait. Oui, enfin, il s'est ramassé avec De Villepin, n'oubliez pas. Enfin, est-ce que continue. Une fois que De Villepin a fait l'erreur de demander la dissolution, Chirac a mis en place un système qui lui permettrait de profiter des faiblesses de Jospin. Parce que Chirac est un tacticien politique fin. Hollande n'en a pas les moyens, il ne pourra pas dissoudre, il va faire ce que vous voulez je vous ai dire dit, l'appel au centre. C'est vraiment quelqu'un de moyennement intelligent en fait, c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit... si, quelque part si. Non, à mon avis, il a l'intelligence du ressentiment. C'est un homme sur lequel on a marché pendant des années qui veut une vengeance. Je le pense sincèrement. Vous savez, quand on vous appelle pendant des années Monsieur Petite Blague, je pense qu'à la fin, vous commencez à ne plus pouvoir voir en peinture les gens qui vous ont donné des surnoms. Ah, mais moi, j'ai vu pire, hein, et c'était des gens du Parti Socialiste qui l'avaient surnommé lors de je ne sais plus quel congrès du PS, suintant, et je ne vous dis pas le reste, donc il était vraiment détesté. C'était incroyable. C'est très étrange, cet homme qui pilote le PS et qui est détesté même à l'intérieur. Oui, mais par contre, ça lui a permis d'être le premier secrétaire qui a tenu le plus longtemps, avec sa fameuse stratégie dite du culbuto. C'est-à-dire que Hollande, c'est comme le bibendum chamallow. Vous pouvez le contorsionner, il reviendra
à sa forme C'est initiale. la mémoire de forme. C'est la mémoire C'est de le forme. matelas mémoire de forme. Voilà, c'est-à-dire à un moment, il sait arriver jusqu'au point de rupture et c'est comme ça qu'il a géré le Parti socialiste. Il a fait toutes les contorsions et à la fin, il s'est redressé. Stratégie du culbuto. Or, je pense qu'il ne dissolvera, il ne fera pas la dissolution pour une raison, c'est qu'il pense que si il faisait la dissolution, premièrement, il y a les 2/3 de l'appareil PS qui sont éliminés des assemblées, et pour tous les jeunes députés dont c'est la première députation, là, il va se faire un nombre d'ennemis mortels. Et deuxièmement, parce que si l'UMP revient au pouvoir, elle se plantera, c'est évident, mais c'est le boulevard. S'ils s'associent une nouvelle fois au pouvoir, en cohabitation, c'est le boulevard pour Marine Le Pen. Or, Hollande, n'oubliez pas, la seule chose dans laquelle il croit fondamentalement, c'est l'Europe. Or, comme tout bon Delorien, il ne fera rien qui peut mettre en danger l'Union. Et si... Mais attendez, mais là, il est défaillant, je veux dire, il ne peut plus piloter le pays. Il peut gouverner par ordonnance. D'accord, mais vous ne pouvez pas gouverner par ordonnance, c'est du fascisme à un moment donné. Vous pouvez gouverner par ordonnance pendant un an, mais pas tout le temps. Ils ont réécrit un référendum, ce qui s'appelle, je cite la très grande spécialiste du droit, Anne-Marie Le Poirier, une fraude à la Constitution en vocabulaire politique, ça donne le terme de coup d'État. Quand on a fait ça, on peut tout faire. Tant que ça ne moufte pas dans la rue... Oui, mais ça moufte, là. Pas pour eux. Non, mais pas pour eux, si vous voulez. Non, mais attendez, là, vous êtes en train de nous décrire Louis XVI, qui écrit dans son journal le 14 juillet, aujourd'hui, il ne s'est rien passé. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, là. Ouais. Non, mais sérieusement, Ouais. c'est François XVI, là. Aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Aujourd'hui. Si vous voulez, je pense que... Alors, allons plus loin. Donc, ce sont les signes d'une révolution à venir. Alors, là, ou pas attendez. Le terme révolution, à mon avis, oui, on est dans un état de révolte sporadique et latente, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on donnera de près, de loin, en petit ou en grand, la parole aux Français, à chaque fois, la réponse, ça va être non. Ça va être non. C'est-à-dire, nous en avions parlé, c'est ce qu'on appelle la déglaciation émotionnelle, c'est-à-dire que dans une vague populiste, à un moment, vous savez, la légitimité se fait comme Serrault, c'est exactement le même phénomène qu'un enfant par rapport au visage de ses parents. Oui. C'est ce qu'on appelle l'identification moi-peau en sociologie. Or, on identifie les hommes légitimes, on se dit, je l'aime pas, mais il m'incarne d'un certain côté, il parle le pour problème, moi. il n'est plus légitime. Voilà, et bien justement, il n'est plus légitime aujourd'hui. La réponse maintenant des Français par rapport à leur élite, c'est la même réponse que le peuple argentin, c'était tirez-vous. C'était Mélenchon, on avait fait un bouquin, c'était qu'ils s'en aillent tous. Oui, qu'ils s'en aillent tous. Eh bien, c'est qu'ils s'en aillent tous et Mélenchon avec. Voilà. Je vous résume. Il ne va pas dissoudre. Non. Vous êtes sûr? Certain. Et moi, quelque chose me dit qu'il va le faire. Nous verrons. Ou qu'il va dissoudre son gouvernement et qu'il va donner les clés. Alors, ça c'est et qu'il va donner les clés à Marine ou à Martine Aubry. Alors, il peut changer de gouvernement, c'est totalement différent, ça garde la même majorité. Mais il va droitiser ses ministères, c'est-à-dire qu'il va jouer le centre. Moi, je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit. Je pense à Martine Aubry même. Alors, Aubry, la seule chose, c'est est-ce qu'elle veut ou pas, parce qu'elle est bien. C'est son ennemi. Donc c'est le moment de se venger, vous l'avez dit tout à l'heure, il va se venger. Oui, mais il fonctionne sur la vengeance. S'il la nomme, elle n'est pas obligée d'accepter. Elle est installée à Lille, et encore pour longtemps, donc elle n'est pas obligée d'accepter. Or, c'est curieux, c'est un rêve que j'avais fait il y a... Et pour droitiser... Elle refusera en effet. Et pour droitiser ses troupes, il peut faire appel au centre, il peut faire appel à une partie de l'UMP, Monsieur Lefebvre. S'est fait l'avocat du vote de confiance pour M. Valls. Monsieur Lefebvre, celui qui lit Zadig et Voltaire, c'est ça? Oui, voilà. Ouais, le Zadig et Voltaire. Parmi tous les livres que vous avez lus dans votre vie, lequel vous a le plus marqué jusqu'à présent? Le plus marqué, sans doute Zadig et Voltaire. Parce que c'est une leçon de vie. Et je m'y replonge d'ailleurs assez souvent. Oui, le lettré de la bande. C'est l'intello de la bande. Entre lui et M. Wauquiez. J'aime beaucoup. On a des femmes, vraiment des politiques extrêmement instruits. Hein, entre Wauquiez qui est sur YouPorn et l'autre qui est sur Zadig et Voltaire, ne vous inquiétez pas, la France est entre de bonnes mains. Mais il peut arriver,
tenter de recentrer ces ministères. Le rôle d'un homme dont nous avons beaucoup parlé, qui est monsieur, nous verrons peut-être là pour le coup l'arrivée un moment ou un autre, de toute façon il va être mis à contribution, de monsieur Lamy là-dedans. Il faut 3 ans pour que les ministères se droitisent, pour parier sur le centre droit. C'est trop tard. Pardonnez-moi, juste Pierre, juste oui. une seconde. C'est peut-être trop tard, mais les branques, quand ça a peur, et quand c'est en situation de survie, ça tire dans le tas. Je ne vous dis pas qu'il va réussir, je vous dis que c'est les seules portes qui restent. Alors, en fait, on a abordé tous les deux alors, c'est soit dissolution, soit cohabitation. Je pense que là, il y a la vérité là, est plus dans la cohabitation, en effet. Éventuelle, hein, alors, je dis bien éventuelle. Cohabitation, il faut la dissolution pour qu'il y ait une cohabitation effective. Moi, l'hypothèse dont je parle, c'est le grand gouvernement central, c'est-à-dire tous ensemble derrière l'Union européenne, grosso modo, pour faire le programme des Gauleiter pour la France. Point. D'accord. Alors, justement, abordons le point suivant, qui est très important et qui est un enchaînement logique dans ce qu'on vient de voir. Vous avez remarqué hier que le ministre de l'Intérieur, comme à toutes les élections, ne s'est pas présenté devant les caméras, pour donner les résultats officiels, et ne serait-ce que pour les commenter du point de vue de sa charge de ministre de l'Intérieur, sans aucune couleur politique. Des scrutins. Voilà, première chose. Deuxième chose, que François Hollande s'est abstenu de faire tout commentaire, alors que, sincèrement, tous les Français attendaient au moins qu'il dise quelque chose. Donc ça, c'est numéro 2. Et surtout que c'est M. Valls qui n'a même pas osé faire un direct, qui a enregistré une émission 1 heure avant, et qui a Non, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi M. Valls a remplacé M. Hollande et M. le ministre de l'Intérieur et pourquoi a-t-il enregistré son émission plutôt que de passer en direct? Parce que... C'est tout à fait bizarre. Je sais que vous aimez l'Europe, mais l'Europe doit vous redonner de l'espoir. Il appartiendra très vite aux institutions européennes, au gouvernement, à tous les gouvernements, de vous répondre et de tout faire pour la croissance et pour l'emploi. Nous avons besoin d'une Europe plus forte, plus solidaire, plus juste, plus généreuse. Je continuerai avec détermination, à votre écoute, à vos côtés. Nous continuerons avec énergie et pour l'amour de la France. On ne peut pas lui faire porter tout le bilan de François Hollande. Ou toute l'absence de bilan de François Hollande. Attends, il est ministre du gouvernement Hollande, hein, donc excusez-moi, mais pour moi, il est dans le même sac. Hein. Non, mais certes, mais si vous voulez, il aurait gardé Hérault, le PS ne serait pas plus haut. Je vous signale, moi, j'ai jamais oublié comment il a fait matraquer la manif pour tous, de la Grande Armée. Je suis entièrement d'accord avec vous. La seule chose, c'est qu'il aurait gardé... La souricière qu'il avait organisée pour Jour de colère, je sais bien, bonjour. Je sais bien tout ça, mais il aurait gardé Jean-Marc Ayrault, le PS n'aurait pas fait 0,1 de plus. Ouais. Ça, c'est tout. C'est la totalité du PS qui paye pour leur nullité. Ce n'est pas uniquement la nullité de Valls. C'est tout ce que je dis. Or, Valls, si vous voulez, il n'a pas voulu faire du frontal. Ce que je comprends d'ailleurs, parce que sur les 3 représentants du Front National qui ont été dans les débats, enfin sur les 2 principaux qui étaient Louis Alliot et Florian Philippot, il a déjà perdu contre Philippot, une fois. Le corps à la mémoire des coups. Oui. Comment faire l'assimilation républicaine avec 200 000 entrées par an? Nous visons tous à ce que ces étrangers, si un jour ils deviennent français, ils soient fiers de la France, éternellement attachés à la France. Quand même, Monsieur Valls. Alors, réponse d'abord sur les étudiants, si vous voulez. Moi, je vois, oui. Je vois là où vous voulez nous amener, Monsieur Philippot. C'est de considérer que très simple. Les étrangers, les immigrés en situation légale, et même ceux qui sont devenus français, nous en parlerons sans doute, sont un problème pour la France et sont responsables de la situation économique et du chômage que nous connaissons. Qui a dit ça? Vous dites, c'est ce que dit le Front National. On peut faire un débat intelligent, je veux dire, on n'est pas obligé dans la caricature. Je vous ai posé des questions très simples. Un extraordinaire talent oratoire chez Florian Philippot. Je comprends que Valls n'ait pas eu envie, dans cette soirée électorale qui a dû lui laisser un goût amer, de se prendre en plus une déculottée en public, parce qu'il a fui l'obstacle. Non mais il a fui les... Alors ce qui est intéressant avec M. Valls, parce que ça, pour ma part, je l'ai vu, c'est qu'avec les excités et tous les pancachiens qui cassent tout dans les rues de Paris, dans les manifestations de gauche, il est fort avec les faibles. Voilà, alors il les laisse faire.
Alors que jour de colère, il s'est strictement rien passé, il n'y a rien eu de cassé, c'était une manifestation extrêmement pacifique, et il a déclenché lui-même l'assaut des forces de police contre... Non mais c'est quand même incroyable, ce type est un enfoiré. Si vous voulez, c'est là où... Il n'agit pas en tant que ministre, il agit en tant que politique du PS. Là, je peux peut-être en décevoir quelques-uns, mais voilà, je suis très attaché à la Ve République, donc il est Premier ministre. Mais oui, mais il n'agit pas comme ministre. À titre personnel, j'en penserai pas moins, mais il est ministre d'État, et fondamentalement, aujourd'hui, il gère à la fois sa campagne à lui, pour 2021 ou peut-être même pour 2017 s'il arrive à débrancher Hollande. Vous pensez que c'est ça en fait? Il gère sa propre campagne. Valls, c'est... D'accord, sous cet angle-là, n'oubliez jamais que son modèle, c'est Sarkozy. Il l'a dit lui-même d'ailleurs. Je crois que c'est Clémenceau. Là, je vous en prie, il y a des références qu'on n'a pas le droit d'avoir. C'est comme ceux qui disent je suis gaulliste à l'UMP, je t'en prie, n'insulte pas un mort. N'insulte pas un mort. Le modèle de Valls, c'est Sarkozy. C'est-à-dire... Mais pourquoi Sarkozy? Parce que bulldozer. En 2007, rappelez-vous, Sarkozy, oui, c'était... Vous voulez dire qu'il s'inspire de Sarkozy, pardonnez-moi, c'était passe-partout monté sur chenille. C'était un tank avec un tout petit bonhomme sur le tank. Et qui écrasait tout ce qui était sur... c'est comme ces jouets là qui tournent en rond, qui veulent dans tous les sens. Et Valls veut faire la même chose, c'est-à-dire veut prendre à la fois de force et de vitesse, avec les médias derrière en grosse batterie, pour être élu triomphalement, c'est ça. Et d'ailleurs, il copie l'activisme de Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Ça, c'est exact. Comme il le fait aujourd'hui à Matignon. Mais enfin, les résultats actuels du PS ne vont pas dans son sens, au moins. Certes, parce que, si vous voulez, les Français, on leur a déjà fait le coup. Bon, alors, donnez-nous des pronostics. Dissolution, cohabitation, grand gouvernement central. Grand gouvernement central. C'est-à-dire qu'on continue, et en incluant les centristes, certainement Bayrou, et ça peut aller jusqu'à des gens comme Raffarin, des gens comme Lefebvre, etc. En fait, il va aller à droite. Bien sûr, c'est ce que je dis. Il va droitiser pour parier sur le centre droit, qui préférera toujours, parce que c'est la bonne droite orléane qui aime bien son pognon, qui préférera toujours l'Europe. C'est le centrisme de la... Si vous voulez, n'oubliez jamais, Pierre, quand vous additionnez la en France, dans la tradition politique française, quand vous additionnez la SFIO vieillissante, c'est-à-dire l'ancêtre du Parti socialiste, et les Ratsoc et la droite orléane, vous obtenez Vichy. Bon, donc, oui, historiquement, c'est comme ça. Vous obtenez des gouvernements de collaboration avec des puissances étrangères. Bon, c'est exactement ce que l'on va faire. D'accord, alors ça c'est très très intéressant. Alors justement, pensez-vous vraiment que des gens comme Bayrou, ou voire comme Raffarin, qui est quand même UMP, si mes souvenirs sont bons, à moins que j'ai loupé un épisode, vont accepter, d'accord. C'est-à-dire qu'au nom de l'Europe, ils vont accepter d'aller faire le ménage chez Hollande, au Parti socialiste. Sinon, Bayrou, c'est quoi son espérance politique? Il est maire de Pau. Il est maire de Pau, oui. C'est tout ce qu'il a, je crois. Oui. Donc, vous savez, pour un ministère, comme le disait André Santini, pour un ministère des potirons, je me damnerais. Et comme disait Xavier Bertrand, je me prostituerais pour un plat de lentilles. Bon, Xavier Bertrand qui l'avait sorti, ça. Ah oui, c'est étonnant. C'est vraiment leur mentalité. Vous imaginez pas pour un ministère des potirons ce qu'on peut faire. Une inspection des placards, vous imaginez pas combien ça rapporte. Ah bah surtout s'ils trouvent de la vaseline dans le placard. Hein. Dans certains coins du Parti socialiste, on sait jamais. Non mais c'est invraisemblable ce que vous me dites. Enfin bon, ce que vous nous dites. Bien. Alors dernier point. Alors d'abord les résultats justement des principaux partis étrangers. Alors il y a un résultat qui a dépassé toutes les espérances, c'est celui du UKIP. Le UKIP à la fois aux élections locales et aux élections européennes. No matter that your country, very poorly advised by Goldman Sachs, joined a currency that it was never suited to, no matter that 30% are unemployed, that 60% of youth are unemployed, that a neo-Nazi party is on the march, that there was a terrorist attack on the German embassy. No, don't worry about all that, because the trialogue on MiFID has been a success. And in many ways, it sums up the two Europes. The Europe that's talked about in here by the dreamers who want to impose a new United States of Europe with an identity and a currency and the real world out there.
Rappelez-vous, on a été les premiers à l'inviter. À l'inviter, tout à fait. C'était une très belle soirée. La salle nous a été retirée à la dernière seconde. Je m'en rappelle. Non, mais c'est extraordinaire. La salle nous a été retirée à la dernière seconde. On avait 400 ou 500 personnes. Ouais. Je ne sais plus combien. On s'est retrouvés. Et on l'avait fait dans une église. Et on s'est retrouvés dans une église. Et là, on a été sauvés parce que Nigel Farage a fait sa conférence avec Notre-Dame de Lourdes au-dessus de lui. J'ai les photos. C'était le sermon par Monseigneur Farage. Non, mais c'était incroyable. Je n'ai jamais oublié, et j'ai jamais oublié ces pots de banane, parce que moi j'avais du mal à vous croire, en me disant, attends, ils vont pas nous saboter, on fait une conférence, on va être 400, 500. Je veux dire, on n'invite pas... voilà. Ah bah si. Ah bah si. Nigel Farage était quelqu'un de très dangereux. Bah, écoutez, je suis très fier. Mais franchement, de l'avoir invité à la radio et surtout à la conférence. Alors, un léger point par rapport au UKIP. Les élections locales l'ont donné à plus de 20, et je crois que chez l'européenne, il est à 30. 29. Donc c'est exactement. C'est extraordinaire. C'est un jour noir. C'est énorme, c'est un tremblement de terre en Angleterre. Et surtout, il faut se rappeler, Pierre, dans l'histoire constitutionnelle anglaise, au début du XXe siècle, vous aviez deux partis majoritaires, le Parti conservateur et le Parti libéral. Le Parti libéral. Ah, libéral. Les travaillistes arrivent un peu plus tard, dans les années 1910-1920, et vont grignoter le Parti libéral et vont le reléguer à la fonction de tiers-parti. D'accord. Et ils deviendront le second parti de Grande-Bretagne. Le UKIP est en train de faire exactement la même chose au Parti conservateur. D'accord. Et d'un côté, je le dis sincèrement, si l'Angleterre fait confiance à Nigel Farage pour en faire de lui son Premier ministre, mais il lui fera confiance. C'est tout le bien que je souhaite au peuple anglais. Juste pour vous dire, dans la revue de presse d'aujourd'hui, je crois que chaque semaine, il y a 4000 ménages qui sont saisis. Leur maison ou appartement est saisie. Et il y a encore 235 000 saisies à faire d'appartements. Donc il y a deux Angleterres. Il y a deux Angleterres. Il y a Londres et la City qui donnent l'illusion que c'est l'arbre qui cache la forêt. Et il y a le tiers-monde anglais. Sur la croissance, entre 2007 et 2012, on voit que c'est pas brillant en France. En gros, c'est zéro. On est à moins 0,10 en 2012 par rapport à 2007. Mais c'est encore moins bien au Royaume-Uni, moins 2,4. C'est un élément de finances publiques. Ce sont le solde public pour l'année 2012, moins 4% pour nous, 4,5%, mais moins 6,6% au Royaume-Uni. Est-ce que ça ne veut pas dire que ce que vous préconisez ne suffit pas à redresser un pays, loin s'en faut? Monsieur Langlais avait essayé de s'attaquer à Marine Le Pen en disant « Oui, le Danemark se désindustrialise, il n'a pas l'euro, et la Grande-Bretagne non plus ». Alors, il lui a laissé à peine quelques secondes pour répondre, c'est une question complexe. Donc, je pense qu'il doit être très doué en termes de lettres, vu qu'avant tout, il a fait des études de lettres. Mais que là, pour le coup, le piège est un peu gros d'un point de vue économique. Donc, non, attends, il ne sait même pas ce que c'est qu'une planche à billets, l'anglais. Je vais y répondre en deux secondes. Premièrement, le Danemark, la monnaie du Danemark est indexée sur l'euro. Donc, quick. L'anglais, mon royaume pour une perruque. Pardon. Non, mais c'était drôle. C'est mignon. Oui, c'est mignon, mais faut pas. Mais non, mais il sait même pas ce que c'est. Faut pas se moquer du cheveu rare. Non, mais ça, je peux pas me le permettre. Non, mais il sait même pas ce que c'est qu'une planche à billets. On peut se moquer de lui. Quant à la Grande-Bretagne, il faut savoir que l'Angleterre a été détruite par le plan Churchill d'abord. L'industrie britannique ne s'en est jamais relevée parce que Churchill a fait de l'austérité pour la crise des années 30, à chaque fois on fait payer les populations et à chaque fois on a les mêmes résultats, c'est-à-dire nada. Or, et d'une, et de deux, Thatcher a fait le choix de terminer à coup de pelle l'industrie britannique. Je vois bien l'image. Pour faire la consécration de la finance, alors que Macmillan, qui était le Premier ministre dans l'immédiate après-guerre, avait essayé de nationaliser la Banque d'Angleterre, et que l'Angleterre a fait un choix de développement fondé sur la finance, et que la finance fait vivre peu de gens par nature, et le libre-échange plus la financiarisation, qui est le module qu'on a fait à tous les pays occidentaux, a fait du mal à la Grande-Bretagne comme à tous les autres, mais à part que nous, comme facteur aggravant, nous avons la créature de la finance internationale et du libre-échange qu'on appelle l'euro. Voilà. Donc, et on a du bol, on n'a pas Strauss-Kahn. Alors, juste finissons sur l'UKIP. Sur Nigel Farage. L'UKIP, pour le coup, va être un groupe a priori non inscrit au Parlement européen. Il va arriver en force et nous allons avoir, à mon avis, d'autres CI puissantes de Nigel Farage en perspective. Oui, alors justement, il y a eu quelques étincelles entre Nigel Farage et Marine Le Pen.
Oui, on peut en parler? Oui, mais tout. Non, juste une parenthèse, brève. Brièvement, face à l'Union et face au raidissement que l'Union va avoir face aux euroréalistes, je pense qu'on trouvera toujours des points d'accord. D'accord. Là encore, à l'échelle européenne, regardez ce que Canal+ a fait sur le UKIP. C'est scandaleux. C'est dégueulasse. Scandaleux. Mais non, mais ça, on est habitué à la désinformation, aux mensonges de Canal+, du petit journal, il y a des gens dont on attend la médiocrité et on n'est jamais déçu. Oui, là, c'est vraiment... Après que Canal+ ne s'étonne pas de perdre 200 000 abonnés. Oui. Hein, voilà. Non, mais ils sont d'un niveau constant, c'est-à-dire à ras du trottoir. Mais le grand problème, c'est que là encore, qu'est-ce que je vous disais? Nous sommes dans l'esprit des partisans de l'Union, un camp unitaire. Farage, Le Pen, on peut dire non, je t'aime pas. Hein. Je t'aime pas, mais le fait de dire je t'aime pas ne nous arrange pas dans l'œil de nos ennemis parce que nous sommes contre l'Union européenne. Donc nous sommes des ennemis. Point. Et ils nous traiteront comme tels. Vous pouvez dire tout le mal que vous voulez de Marine Le Pen. Ils vous cracheront à la figure de toute façon. Point. À un moment, il faut se le mettre dans la tête. Il faut accepter la dure réalité des choses. Alors, après Nigel Farage, alors moi j'ai beaucoup aimé quand même les résultats en Grèce, parce que figurez-vous que bien que les dirigeants de Aube Dorée soient toujours en prison, donc ils n'ont pas pu faire campagne, ils n'ont pas pu faire la tournée des popotes, rien. Eh bien, ils ont été élus. Le peuple grec a voté pour Aube Dorée. Donc, il y a un parti nazi, lui, ils s'en cachent pas. Là, pour le coup, là, c'est clair. Là, pour le coup, ils s'en cachent pas. Là, il faut mettre certaines distances. Ils ont 10 députés élus. Et ils ont fait mieux que ça. Ils ont battu le Parti socialiste grec, le PASOK. Oui. Le score de Aube Dorée est supérieur au PASOK, qui a imposé les mesures d'austérité au début de la crise voulue par le tripatouillage des comptes par les gens de Goldman. Alors, non, mais c'est incroyable. Non, mais... Les gens sont élus, ils sont en prison. Le peuple vote pour eux. C'est un vote de colère encore plus phénoménal. Bien sûr. Et là, je vous le dis sincèrement, autant à titre personnel, je suis alors là presque aux antipodes des idées politiques de. Oui, non, mais on est d'accord. De monsieur. Mikhailo, on va le faire. Mikhailoulakis. Voilà, c'est ça. Autant, moi je suis un partisan absolu de la souveraineté des États, donc je ne me permettrai pas de critiquer le vote du peuple grec qui a réagi en son âme et conscience par rapport à l'abjection qui lui est faite. Je rappelle quand même plus 43% d'augmentation de la mortalité enfantine depuis le début de la pauvreté, les suicides. Mais là, l'Union européenne peut être fière d'elle. Parce que là, pour le coup, pour sauver l'euro et pour sauver ce monstre, voilà où on en est. On détruit le futur et le passé. Oui. On vend. C'est très intéressant. Destruction du futur et du passé. On laisse crever les gamins et on vend les souvenirs. 70% maintenant de chômage des jeunes. Maintenant, l'Union peut être fière d'elle. Elle est là pour le coup, le projet européen, à mes yeux en tout cas, est définitivement condamné quand on voit qu'on a dû en arriver là. Aucune idée politique. Il n'y a que la survie qui mérite, c'est le sens de l'engagement militaire, que des parents enterrent leurs enfants. C'est le seul cas où une cité peut demander aux siens de sacrifier leurs enfants, c'est pour se défendre. Là, pour sauver l'euro, c'est-à-dire cette monnaie non identitaire qui avec des fenêtres qui mènent dans le vide et des ponts qui mènent dans la flotte, qu'on ait tué des enfants pour ça, l'Union peut être fière de son résultat. Ah non, mais attendez, mais n'oubliez jamais, c'est pour sauver le dollar. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, c'est pour sauver le dollar. N'oubliez pas, si vous regardez bien le billet, le pont part de l'Europe et il part de l'autre côté, mais si vous complétez la carte, c'est les États-Unis. C'est le traité nord-atlantique qui est déjà marqué dans les billets euros. Si vous complétez la carte. C'est peut-être le seul sens qu'ils aient d'ailleurs. Voilà. Alors, donc, ensuite, là, non, mais c'est quand même incroyable. Alors, là aussi, la Grèce est importante, puisque le Mélenchon grec remporte. Syriza. Bien sûr. Enfin, pas son parti. Il remporte les élections haut la main. Le Mélenchon français se ramasse. Pour une raison qui est assez simple. La réaction à l'austérité. No comprendo. Non, mais la réaction à l'austérité se passe différemment, passe par des groupes sociaux différents selon les populations. Je vais vous donner un exemple. En Grèce, je pense que Syriza n'est pas assez tranchant, pas assez clair sur l'euro. Mais non, il n'est pas clair du tout. Même. Mais je pense qu'il est très souvent en Berlin. Mais eux, c'est parce que la Grèce
a été vidée par l'Union européenne, c'est-à-dire elle a été vidée de l'espoir de pouvoir s'en sortir toute seule. C'est-à-dire que les Grecs ont tellement plus confiance en eux-mêmes qu'ils essayent la situation de compromis, ce qui est normal, vu que si déjà l'Union, vu ce qu'elle leur fait, en disant que ce sont des cadeaux, la mortalité infantile, tout ça, qu'est-ce que ce serait si l'Union voulait les punir? Qu'est-ce que ce serait? Donc, il y a la peur d'un certain côté. Ensuite, il n'y a pas de parti type du Front National, c'est-à-dire un parti national républicain. C'est-à-dire qu'il a été... il y a eu un républicain... Ils ont mis en tôle. Non, ça, c'est le parti nazi. C'est pas la même doctrine. Il n'y a pas de parti national républicain qui puisse avoir comme UKIP ou comme le Front National. Alors que Aube Dorée, à la base, est un groupe d'autodéfense militaire, qui était, d'ailleurs, il y en a plusieurs en Grèce, qui datent de l'époque des colonels, qui étaient les soldats de la guerre froide. Et donc, pour beaucoup de Grecs, c'est associé à tout un imaginaire auquel, d'ailleurs, les membres les plus folkloriques, dans le pire des sens du terme d'Aube Dorée, d'ailleurs, rajoutent un imaginaire encore bien pire dans un pays qui est un pays martyr de l'occupation nazie. Absolument. Enfin, juste ensuite, pour ajouter un détail dans votre sens, c'est ce que m'a dit lors d'un reportage en Grèce, c'est que les colonels, quand ils ont rendu les clés aux politiques dans les années 70, la Grèce avait 0 € de dette. Oui, tout à fait. C'est quand même important de le souligner. Bien sûr. Et si vous voulez, alors que les groupes sociaux qui font la colère en France, c'est-à-dire les ouvriers majoritairement, les agriculteurs, etc., eux, ils ont un parti national républicain qui leur permet d'avoir le modèle social alternatif et la revendication identitaire. Parce que c'est normal... Et Dieu seul sait si la revendication identitaire grecque est importante. Bah oui, non mais, si vous voulez, c'est pour ça que eux, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas ce patriotisme, que j'emploierai pas le terme de modéré, parce que ça fait tiède, mais ce patriotisme de... comment dire, ce patriotisme, disons, à la fois incarné, fort et en même temps ouvert, qui est celui que nous avons la chance d'avoir en France. Moi, c'est qu'on aime ou qu'on déteste Marine Le Pen, c'est elle qui a tué l'extrême droite en France. Absolument. Point. Donc, après, moi, c'est ce que j'ai dit à plusieurs de mes camarades qui sont restés au Parti Socialiste. Je leur ai dit, mais baisez-lui les pieds. Vous détestez l'extrême droite, ça tombe bien, moi aussi, mais qui me le rend bien d'ailleurs. Mais c'est elle qui les a tués. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a l'équivalent d'Aube Dorée en France. Il y a, bon, on va dire, c'est peut-être pas la même chose. On a de seconde voie ou troisième voie, je ne sais plus. Voilà, mais ça prend pas. Ça prend pas. Et puis il y avait des différents groupuscules dans la galaxie de la droite radicale. Oui, ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà, alors, donc la Grèce, donc c'est l'extrême gauche qui remporte la Grèce. La Belgique. Alors la Belgique. Belgique. C'est nos voisins, là, c'est important. Vous me permettez juste que je lis la Belgique et les Pays-Bas, parce que c'est les deux. Oui, bien sûr. Bien sûr, la Belgique n'est pas vraiment un pays, comme avait dit Nigel Farage. Ouais. Alors, c'est parce que c'est les deux cas où là, ça baisse. Les euroréalistes baissent. Oui, comment vous expliquez ça? Alors, pour une raison qui est simple, c'est que M. Wilders, lui, baisse parce qu'il a tenté de se recentrer et qu'il a beaucoup ancré sa campagne sur l'union. Ça coûte cher. Le problème, c'est qu'il a mésestimé, à mon avis, deux faits. Premièrement, les Hollandais ne prennent jamais les problèmes politiques en frontal. Par exemple, l'immigration ou les coffee shops, ils ont fait des tas de lois pour contourner les problèmes bruxellois pour les éliminer un par un. Et pour les étouffer. Donc ils font jamais... C'est très intelligent d'ailleurs comme méthode. Tout à fait. Remarquable méthode. Remarquablement intelligent. Ouais. Donc c'est pas un peuple qui prend le politique en frontal, le peuple hollandais, premièrement. Et deuxièmement, Wilders a tenté de se recentrer au plus mauvais moment. Et il a fait une campagne très sur le coût financier de l'Union. L'Union nous coûte cher, pas par rapport à l'euro, mais par rapport à la Commission. Il a fait un petit peu de poujadisme, bientôt les impôts européens, etc. Le problème, c'est que pour beaucoup d'Hollandais, tout coûte cher. Déjà, l'État hollandais coûte cher. Donc ça, c'est un discours auquel ils sont trop habitués. Et je pense que donc il ne s'est pas différencié. Comme il s'est calmé sur l'immigration et sur c'est son obsession lui sur l'islam, ben, il a perdu sa boutique d'un certain côté. D'accord. Donc en fait, il a abandonné l'immigration pour passer sur le côté finance, et du coup, il s'est planté. Il a interverti. Parce que ça prouve bien qu'en fait, le peuple, lui, que ce soit d'ailleurs en Hollande
en Belgique, en Hongrie, Espagne, etc., l'immigration joue un rôle massif. Quand je dis immigration, c'est Afrique du Nord. Oui, bien sûr. Alors que la Belgique, c'est différent pour 3 points. Premièrement, la Belgique est un pays, si vous voulez, où la dictature européenne, d'ailleurs, ils n'ont pas eu de gouvernement pendant 2 ans, oui. Et Bruxelles a co-géré avec l'administration belge. Si vous voulez, c'est quand un pays peut se permettre de ne plus avoir de gouvernement, bon, ça va, c'est un pays occupé, bon, c'est terminé. Donc déjà, les Belges sortent de ce traumatisme-là. Le Vlaams-Belang paye sa volonté de division et d'implosion du peuple belge, parce qu'il y a des gens qui sont loyalistes au fait de Belgique. Bon. Et eux, ils veulent, les Flamands, les Wallons, etc., bon, ils payent cette désunion que les Belges voient de plus en plus dans leurs rues, témoin que, si vous voulez, ça se voit par rapport à toutes les problématiques sur le communautarisme en Belgique. Et il ne faut pas oublier que le communautarisme est en plus institutionnalisé en Belgique, c'est qu'il y a des corps de fonctionnaires par quota d'appartenance politique. C'est horrible. Enfin, c'est surréaliste. Très compliqué. C'est surréaliste. Et d'un côté, le Vlaams, par un discours qui va encore mettre du sel sur des plaies qui sont déjà à vif, au lieu d'attaquer l'Union frontalement, alors que beaucoup de Belges, moi je peux vous confesser, et j'en reçois de plus en plus dans mon équipe de gens, vous savez que j'organise des conférences tous les lundis, il y a des gens qui viennent de Belgique, de plus en plus nombreux, qui viennent depuis Bruxelles quand même, pour voir une conférence et repartir le lendemain, je trouve ça quand même pas mal, et qui viennent pour faire les démarches, pour demander leur naturalisation en France, pour voter en France. D'accord. Parce que pour eux, la Belgique, c'est plié. Alors, on va voir sur l'écran les différents votes dans tous les autres pays. Donc, j'en rajoute juste deux qui sont assez importants. Le FPO autrichien prend 7 points par rapport à la dernière fois. Énorme. Donc ils sont à 20%. Mais on en a parlé ensemble de la banque, c'est le résultat du sauvetage de la banque Hydra, où le budget a été pris sur le ministère de l'Éducation pour le donner à la banque. Énorme. Et le Jobbik, alors là, bon, c'est un parti qui a une mauvaise réputation, mais ça appartient au peuple qui l'ont élu. Moi, en tout cas, je ne participerai pas à ce... la Hongrie a quand même un historique là-dessus. Hein. Vous pouvez pas. C'est comme les Croates. Hein. Non mais je suis entièrement. Et les Ukrainiens. Et les Ukrainiens, on les retrouve bien. Là, non mais je suis entièrement d'accord. La seule chose, c'est que c'est une décision d'un peuple souverain. Oui. Moi qui appartiens à un peuple souverain qu'on insulte en permanence, je ne me permettrai pas d'insulter. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Le peuple souverain, les Hongrois, c'est vrai que. Et encore, c'est quand même assez incroyable. Mais bon, on voit que tout ceci. Comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas effacer l'âme d'un peuple. Exact. Ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas possible. Voilà. Et c'est la réponse des Français. C'était la réponse des Français hier. Alors, dernier point. Alors, j'ai constaté, franchement, je n'aurais jamais imaginé que dans ma vie, j'assisterais à une telle mascarade, à une telle tentative de fraude par confusion organisée par le ministère de l'Intérieur. Je n'ai jamais vu ça. J'ai toujours pensé que le ministère de l'Intérieur serait neutre dans les élections, que les élections seraient parfaitement organisées, que tous les bulletins de vote seront livrés en temps et en heure, et longtemps à l'avance. Ces élections sont quand même marquées, on le sait, ça fait quand même des années qu'on sait que ça se passera ce jour-là. Eh bien non, ça a été une désorganisation absolument totale. Je suis rentré dans le bureau de vote. J'avais l'impression d'être sur un marché avec un étal où tout était, je ne veux pas dire mélangé, mais rien n'était clair. Il fallait, pendant 5 minutes, vous voyez, il faut chercher vraiment les bulletins que vous vouliez, etc. C'était comment dire, c'est une tentative de fraude par confusion pour moi, et surtout qui s'adresse bien entendu aux personnes âgées. Voilà. Parce que il y a eu de multiples plaintes de bulletins qui étaient je n'ai jamais pas vu une seule plainte où les bulletins de l'UMP et de l'EPS étaient manquants. C'était toujours tous les petits partis et tous les autres partis, bien entendu, qui en ont fait les frais. Et ce qui est absolument extraordinaire, le ministère de l'Intérieur n'a pas été foutu de donner les résultats en temps et en heure comme il l'a fait pendant des années. C'est une première. C'est clairement, il y avait un problème avec cette élection. C'était organisé à l'avance. Votre analyse. Alors il y a 3 points. Pardonnez-moi. Oui. Sans parler des partis. Alors, je vous montre ça, parce que on sait jamais. Je ne savais même pas qu'il y avait un parti pour l'espéranto.
hein. C'est un langage qui n'existe pas, hein, qui a été inventé par, dans une époque, vous savez, d'utopistes, hein, l'espéranto. Hein, personne ne sait ce que c'est. Mais voilà. Donc ça, c'est fait pour fragmenter le vote. Hein, pour moi, clairement. Hein. On ne sait même pas qui c'est. Vous avez ensuite Cannabis sans frontières. Alors, bon, manifestement... Ça, c'est très lié à Europe Écologie, si vous vous rappelez d'une affaire récente. Oui, d'accord, mais enfin, que vient faire... je veux dire, c'est quand même une élection européenne. Pourquoi permettons, alors qu'aux élections présidentielles, on demande 500 signatures, hein, on empêche les candidats, les vrais candidats, je pense notamment à Asselineau, hein, parce qu'on en a fait les frais, hein, et pourquoi aux élections européennes, on ne demande pas les 500 signatures? Il y a quelque chose qui m'échappe. Regardez bien, stop, c'est quoi tous ces camés là mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, c'est une fraude par confusion de 10% de la population. Et je pense notamment aux personnes âgées. Voilà. C'est du foutage de tête. Voilà. C'est du foutage de gueule. Disons-le simplement et clairement. C'est fait pour fragmenter, vous l'avez très bien, vous en avez parlé de Besancenot. Voilà. J'en finis là-dessus parce que j'ai été outré pour la première fois de ma vie dans un bureau de vote. C'est voulu. Alors, moi j'aurais 2 points à dire là-dessus. Je pense que fondamentalement, moi, tout ce qui nous est revenu par l'intermédiaire des communiqués de presse de l'Union populaire républicaine, de la liste de Mme Lepage et du Front National, qui ont été les 3 qui ont le plus souffert. Oh, Dupont-Aignan aussi. Et Dupont-Aignan, pardonnez-moi, les 4 qui ont le... Moi, j'ai surtout vu les 3 premiers, mais... Dupont-Aignan aussi. Donc, au moins 4 partis qui en ont fait les frais. Donc, je pense qu'il y a 2 choses. Premièrement, dans certains bureaux de vote, je pense que la manipulation est assez claire, malheureusement, et que ça, le ministre Cazenave ne va pas... Il n'a même pas commenté les résultats. Non, rien. Incroyable. Rien c'est du rien. jamais vu dans l'histoire. Il faut dire, il n'a pas d'équipe. Il n'a pas d'équipe. Hein, non, mais attendez, il est entouré de l'équipe de l'Intérieur. Valls. C'est du jamais vu dans la Ve République. Je pense que Valls lui a... Le ministre de l'Intérieur se doit de commenter les élections. Je pense que Valls a utilisé son pouvoir hiérarchique, même si en théorie le Premier ministre est primus inter pares, dans les faits il ne l'est pas, pour lui dire que le commentaire c'était pour lui. Premièrement, et aussi, nous avons, parce qu'une part de ces élections en termes de transport, d'imprimerie, de mise en place, etc., ont été déléguées à des groupes privés au nom de la sacro-sainte externalisation. Et c'était pas le cas avant dans les élections précédentes? À chaque élection, ça augmente de degrés. À chaque élection, les services sont... D'accord, donc on est même en train de privatiser le fait de voter? Pas le vote enfin, en lui-même. Je veux dire, tout ce qui est de l'intendance derrière. Mais une bonne partie de l'intendance, oui. Non, mais attendez, il y a quelque chose qui colle plus, je veux dire, c'est pas possible. Non, mais... Alors, la prochaine élection présidentielle, etc., on va tout... non, mais attendez, il y a quelque chose qui va plus. Pardonnez-moi Pierre, mais on le voit dans la revue de presse, hein, ça fait quelques temps qu'il y a quelque chose qui va pas. Ah oui, non, mais moi, d'accord, non, mais là, on touche directement la démocratie, le système démocratique qui permet d'élire. Vous savez que je tiens énormément au vote, hein, parce que c'est la dernière arme qui nous reste. Hein, vous le savez bien. J'en ai beaucoup voulu un certain candidat qui s'est permis de dire de ne pas aller voter sous prétexte qu'il avait passé signature. Mais là, je suis outré, scandalisé, qu'on demande 500 signatures aux candidats pour les présidentielles françaises et qu'on ne demande n'importe quel crétin peut se présenter aux élections européennes. On ne peut pas leur en vouloir d'avoir fait des listes foutage de gueule face à une institution qui est l'Union européenne qui se fout de nous depuis au moins 40 ans. Ouais, non mais sincèrement, c'est un parfait résumé, une parfaite conclusion pour cette revue de presse. Pierre-Yves Rougeron, merci à vous. Merci à tous les spectateurs qui ont suivi nos revues de presse vidéo et notamment votre précédente analyse des municipales. Et je vous donne rendez-vous donc sur la radio ici et maintenant pour la revue de presse en direct avec Lisandre. Et bien entendu, rendez-vous sur quotidien.com pour la revue de presse, bien entendu, de nos amis banquiers. Et je salue bien bas Monsieur Juncker, notre nouveau maître, hein, mais qui veut nous mettre en esclavage. Hein. C'est-à-dire que là, on s'est pas sauvé quand même, hein, on n'a pas réussi. Hein. Même si c'est un sérieux avertissement, c'est quand même le banquier qui pilote l'Union européenne. De toute façon, fondamentalement, on ne pouvait pas prendre la totalité du Parlement. Les groupes pourront faire des minorités de blocage. Ensuite, l'objectif de la déconstruction européenne reste plus que jamais l'objectif d'avenir. La reprise de l'indépendance sera longue.
D'accord. Une dernière question, parce que je pense que ça taraude beaucoup de spectateurs également, comme moi. Bon, imaginez que François Hollande et son gouvernement ne font fi de toute cette élection et continuent leur politique, comme M. Valls l'a dit hier dans son discours, d'ailleurs, tout à fait. qui va même accélérer. Bien sûr, oui, oui. Que va-t-il se passer, selon vous? Et on va conclure là-dessus. C'est très simple. Rendez-vous au régional de l'année prochaine et ensuite au présidentiel. Ensuite, si... Régional, quand l'année prochaine? Sauf alors oui, il parle de les déplacer, mais pour l'instant c'est pas acté. Oui, mais oui, il a dit qu'il les déplacerait justement pour pas se prendre la méga baffe. Encore une triche, encore une triche. Incroyable. Et bien alors, c'est vrai, oui. Alors rendez-vous au présidentiel. Rendez-vous au présidentiel, et je le dis d'autant plus froidement, d'autant plus calmement que il y a chez les partis qui veulent libérer le territoire de l'influence bruxelloise. Il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de structuration de beaucoup de choses, c'est vrai. Mais ils doivent, et à mon avis, pendant un temps, ils vont peut-être tenter de le faire, de se calmer un peu, parce qu'ils ont peur de la menace qu'ils appellent populiste, qui est en réalité la menace populaire. Ils ont peur de la population, et à force de tirer sur la corde, je le dis très calmement, je pense qu'il est grand temps pour certains des élites françaises de commencer à se dire que le vote, ça doit être entendu, parce que le vote n'est pas la dernière arme du citoyen. Il y a dans d'autres types de situations, je ne le souhaite absolument pas. Le problème, c'est que comme dans chaque crise grave qui oppose un peuple et une élite, c'est l'élite qui fait l'acte de trop. Qu'elle y réfléchisse. Mais écoutez, que Dieu vous entende et que les anges entendent le peuple. Et d'ailleurs, on va conclure là-dessus parce que c'est quelque chose que j'avais traité dans la revue de presse en 2010. Figurez-vous que M. Trichet, donc patron de la Banque Centrale Européenne, à la demande de je ne sais plus quel autre banquier, avait organisé, et de M. Van Rompuy, organisé un colloque à Rome, le premier colloque, pour contrer les populismes. Déjà. Vous voyez que qui veut contrer le peuple, ce sont les banquiers. Voilà, chers spectateurs, eh bien sur cette réflexion d'un peu comment dire, acide, j'aurai le plaisir de vous retrouver sur les ondes de la radio 95.2. Merci à vous Pierre-Yves. Merci. À bientôt. Pierre.